Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire SimpliCure. Alors nous sommes aujourd'hui très honorés de vous accueillir en compagnie de Benoît Chassin qui va nous présenter un webinaire sur le sommeil, donc comment optimiser votre sommeil, solutions naturelles pour une vie plus sereine. Donc d'abord, quelques petits rappels sur le fonctionnement de BitMarker. Donc bien sûr, vous aurez le replay qui sera disponible à la fin. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions pendant le webinaire. On y répondra à la fin avec Benoît. Pour ça, vous avez la rubrique donc discussion et Q&A sur la droite de votre écran. Bonjour Benoît. Bonjour Alice. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous rejoindre et c'est une belle opportunité de pouvoir échanger. Donc c'est avec grand plaisir que je suis avec vous et c'est très sympa. Donc merci de votre accueil déjà. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Je vais vous laisser vous introduire en quelques mots et puis commencer votre présentation. Je reste disponible si besoin. Parfait, merci beaucoup Alice. Merci. À tout à l'heure. Donc bonjour à toutes et tous. Alors je vais me mettre en plein écran, comme ça on verra mieux les slides. Donc bonjour tout le monde, je vais tranquillement me présenter, mais il y a à travers quelques slides, mais déjà pour un petit peu parler de moi, donc je suis fondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Benoît Chassin Formation, tout en étant un diplômé d'un master de biochimie, de physiologie et de physiopathologie humaine. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de pouvoir animer ce webinaire donc consacré sur le sommeil. De manière à voir comment il est possible d'optimiser ce sommeil qui risque peut-être d'être mis à rude épreuve dans ces temps de rentrée. Allez savoir. Donc, autant mettre en avant des solutions naturelles, autant que faire se peut, pour essayer d'avoir la vie la plus sereine possible. C'est la thématique du jour, bien évidemment. Donc, vous savez que le sommeil a un impact majeur sur beaucoup de choses, nos émotions, nos capacités physiques et cognitives, bien évidemment, et sur la manière dont nous sommes en capacité de gérer le stress. Je pense que tout le monde a fait cette amère expérience que lorsque nous manquons d'énergie ou de concentration ou carrément nous sommes de mauvaise humeur, on sait que, un, c'est des signes d'un sommeil de mauvaise qualité, et deux, on sait que les journées vont être très, très, très longues et difficiles à passer. Sous un autre aspect, les troubles du sommeil sont très répandus, bien évidemment, et ça touche de nombreux Français, bien sûr. Et on verra que la chronobiologie donc, nous donne des pistes pour comprendre ces troubles, tels que, par exemple, des réveils précoces ou des endormissements difficiles ou encore des réveils nocturnes. Donc, au cours de ce webinaire, on verra 4 points clés. Le premier, c'est l'importance donc du sommeil, c'est-à-dire de son impact sur les émotions, les capacités cognitives et les capacités physiques. Le deuxième point, c'est les troubles donc courants du sommeil, leurs causes, leurs manifestations selon la chronobiologie. Le troisième, c'est l'impact de notre mode de vie, c'est-à-dire son influence sur la qualité du sommeil. Et enfin, les techniques naturelles pour améliorer le sommeil, donc des conseils pratiques pour essayer d'avoir un maximum de bien-être, autant que faire se peut, bien évidemment. En tout cas, faire de son mieux pour y aller. Voilà. Donc, ici, une petite slide qui précise un petit peu plus qui je suis, ce que je fais. Donc, ma formation, vous la connaissez. Depuis une dizaine d'années, j'ai pas mal occupé et pas mal bourlingué, on va dire ça comme ça, sur le marché du complément alimentaire et différentes entreprises de la santé naturelle, puisque j'avais à cœur de visiter bon nombre de praticiens pour faire la promotion de compléments et de supplémentation de santé naturelle. Et puis en 2017, j'ai décidé de voguer vers d'autres horizons, et notamment celui de la transmission et de la formation. C'est pour ça que donc, j'ai créé mon organisme de formation, et qui est là pour proposer donc des actions de formation innovantes, bien évidemment, et des solutions les plus adaptées qui vont permettre de répondre aux besoins spécifiques du professionnel de santé. Voilà. Et parallèlement à cette activité de formation, j'accompagne aussi, alors cette fois-ci à titre individuel, les personnes à mettre des changements donc, durables dans leur quotidien grâce à un mélange de ce que je suis devenu, c'est-à-dire mes passions, telles que la biologie, les neurosciences et des outils de développement personnel que j'enrichis aussi par des protocoles de thérapie comportementale cognitive, puisque j'ai été formé à cette discipline-là. Donc, mes passions sont bien évidemment l'humain, la santé mentale, les neurosciences, le développement personnel.
Mes actualités, notamment pour cette rentrée, je présente donc, il va y avoir une date qui est consacrée sur une nouvelle formation destinée donc aux professionnels de santé naturelle. Et c'est une formation qui, dans le titre, vous le voyez, hein, optimiser votre posture professionnelle et votre adaptabilité comportementale pour une relation authentique et durable avec vos patients et vos consultants. En clair, c'est une formation dont les objectifs, c'est de permettre aux professionnels de santé d'instaurer une relation avec son patient et son consultant, notamment les premiers stades de la relation, et de le faire de manière le plus authentique possible, de manière à ce que le patient et le professionnel puissent se sentir évidemment en sécurité. Et donc, pour ça, il y a toute une technique d'approche en termes de communication, et c'est tout ce que je présente et ce que je vais enseigner dans le cadre de cette formation. Donc, les objectifs vont être de développer, bien évidemment, la communication et la qualité de la communication, donc adapter son comportement et son discours en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Booster et développer la confiance en soi, donc du praticien, bien évidemment. Lui, étant boosté, il va booster la confiance aussi de son consultant. Ça se fait par une approche donc psycho-comportementale. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de profil, notamment psycho-comportemental. Et ensuite, je vais vous donner des clés de manière extrêmement concrète qui vont vous permettre de développer votre savoir-être et votre savoir-faire de manière à affirmer votre expertise, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous et quel que soit le contexte professionnel dans lequel vous avez évolué. Donc, il y a une date à retenir qui est le 18 octobre, c'est un vendredi. C'est un vendredi, la formation va se dérouler de 9h à peu près, enfin, c'est sur une journée, voilà. Et si vous voulez après plus de détails, vous les aurez en allant sur mon site internet, donc chassainbenoît.fr, ou sur les réseaux sociaux. Je suis pas mal actif, que ce soit sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet une fois ces présentations terminées. Donc, le sommeil, comment démarrer le sommeil? Tout simplement par l'histoire du petit train. Ce fameux petit train dont on sait que quand il passe une fois, il ne repassera pas une deuxième fois. Si, ça peut arriver, bien évidemment, mais j'aime bien cette histoire du petit train. Pourquoi? Parce que ce petit train est fait avec de la manière suivante. La locomotive est symbolisée par ce qu'on va appeler la phase d'endormissement. Et ensuite, vous avez des tas de petits wagons qui viennent se greffer au fur et à mesure que vous voyez l'enfant grandir. Entre 0 et 9 mois, vous voyez qu'il y a maximum 3 petits wagons derrière ma locomotive de l'endormissement. Et ces petits wagons sont bien distincts les uns des autres parce que leur fonction est différente. C'est-à-dire dans la phase nouveau-né ici, de 0 à 3 mois, vous avez le premier process cognitif qui se met en place après l'endormissement, c'est la mémorisation. Et c'est logique, quand vous semez à l'âge de bébé de 0-3 mois, vous avez un cerveau qui est totalement éponge, extrêmement sensible aux stimuli extérieurs. Donc, la première phase sera forcément sera forcément une mémorisation. Et puis, ensuite, après cette mémorisation, il doit y avoir la phase de récupération, bien évidemment. À toute activité, il y a une phase de repos. Okay. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que l'individu grandit, donc de 0 à 3 mois, on a 2 wagons, de 3 à 6 mois, on est toujours dans cet ordre-là de mémorisation puis de récupération, d'accord, avec une récupération qui est un petit peu plus grande, forcément, l'enfant grandit. Et ensuite, à partir de 9 mois jusqu'à notre mort, les choses s'inversent, c'est-à-dire que la locomotive reste toujours la même, on est sûr de l'endormissement. Par contre, il va d'abord y avoir une phase ici de récupération. C'est-à-dire que nous, adultes, les premiers stades de l'endormissement, les premiers stades du sommeil après l'endormissement sont liés d'abord à récupérer des dépenses de ce que l'on a fait durant la journée. Et ensuite, ici, toujours le dernier petit wagonnet, c'est le sommeil paradoxal, bien évidemment. Et dans le sommeil paradoxal, c'est la phase de mémorisation. D'accord? Voilà comment s'articule bien évidemment le train. Donc, je mets bien la notion de mémorisation, de récupération, ce qui laisse sous-entendre une notion de dépense d'énergie et une notion de récupération d'énergie. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. OK ? Toujours en poursuivant donc, cette histoire du petit train, le sommeil va se caractériser par une modification donc, de l'activité cérébrale par rapport à un état d'éveil. Alors que nos fonctions vitales restent heureusement en pleine activité grâce aux parties les plus primitives du cerveau, qui vont commander le cœur, le poumon ou encore la synthèse des hormones. Les fonctions plus conscientes, elles, sont bien évidemment mises au repos lorsque nous dormons. Donc, les neurones du cortex cérébral impliqués dans cette fonction consciente vont osciller pendant le sommeil, entre un état allumé et un état éteint. La définition plus physiologique du sommeil et plus médicale, c'est tout simplement un état physiologique qui se caractérise par une suspension réversible de la vigilance.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous vous levez déjà dès le matin, vous êtes mis, entre guillemets, sous tension entre un état de vigilance et une pression de sommeil. Je détaillerai ça je l'expliquerai plus en détail dans les prochaines slides. La durée d'un sommeil, ça avoisine entre 7 et 8 heures. Et le cycle complet du sommeil va comprendre la phase d'endormissement, mais surtout après toutes les autres phases, c'est-à-dire le stade 1 qui va être donc l'endormissement caractérisé par les stades 1A, la somnolence, et les stades 1B, l'assouplissement. Et ensuite, vous avez le stade 2 qui est le sommeil léger. Stade 3, on est dans le sommeil profond, c'est les petits wagons. Pendant cette phase-là, on est dans la phase de récupération. Stade 4, on est dans le sommeil très profond. Donc là, on est vraiment au summum de notre récupération physique et organique. Et ensuite, on rentre dans la phase du sommeil paradoxal qui est beaucoup plus court, avec une activité cérébrale beaucoup plus intense. C'est là qu'en fait, si j'ose dire, vous remettez grosso modo les dossiers au bon endroit. C'est là où, en clair, on va rentrer dans le process de mémorisation pour nous lever du style bon pied, bon oeil, en fait. Voilà. Donc, cette phase-là, elle est très, très importante. Et je vous le dis là, elle est sous la gouverne notamment de la sérotonine, neurotransmetteur essentiel, évidemment, dans le sommeil, mais pas que. Le sommeil se caractérise aussi donc par une mesure, bien évidemment, une mesure donc par une électroencélographie, donc on permet de mesurer l'activité cérébrale, parce que oui, on dort certes, mais le cerveau, lui, travaille. Et cette activité cérébrale est représentée sous forme d'ondes cérébrales, et ces ondes cérébrales sont exprimées donc en Hertz, c'est la fréquence d'ondes cérébrales. Vous avez ici les différents types d'ondes cérébrales qui sont caractérisées, chacune par la spécificité de leur fréquence, et donc de leur onde. Voilà. C'est ce qui fait aussi que chez certaines personnes, il peut y avoir des problèmes de sommeil liés, par exemple, à de l'électrosensible, et notamment de l'environnement trop riche en ondes, par exemple, d'accord? Ou à l'inverse, vous pouvez avoir certains phénomènes de relaxation qui se mettent en place. Pourquoi? Parce que la musique ou le son qui est utilisé va taper pile poil dans les ondes d'une relaxation. Voilà. Donc forcément, notre cerveau est en lien, bien évidemment, avec son environnement, et il est logique qu'on puisse le retrouver ici. Ici, sur cette slide que je vais passer rapidement, mais à la relecture sur un replay, vous prenez le temps de le faire. Je vous ai attaché à chaque phase de sommeil les ondes, bien évidemment, leur fréquence et les états de conscience. Voilà. Et lorsque nous partons dans une phase de préparation du sommeil, donc la nécessité de se mettre dans un environnement plutôt calme, de favoriser un environnement qui va permettre une certaine détente, que ça puisse faire par une musique, ça puisse faire par une atmosphère, quelque chose comme ça. Vous voyez que déjà, cette démarche cognitive se met en place et va se mettre en relation avec justement un type d'ondes qu'on va justement produire dans notre cerveau, qui vont être en lien avec une relaxation légère, par exemple. Ça va être les ondes alpha, ou alors une relaxation plus intense du style méditation, par exemple plein éveil. Là, on va aller solliciter les ondes θ. Et dans un cas comme dans l'autre, on va se retrouver dans permettre au cerveau de préparer un effet de détente. Et j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas de sommeil tant qu'il n'y a pas cet effet de détente. C'est clair et net. Je vous ai dit tout à l'heure, on oscille entre l'état de vigilance et une pression de sommeil. Si vous êtes constamment en vigilance ou vos patients se retrouvent constamment en vigilance, quand on est en vigilance, il est impossible de se détendre. Or, pour pouvoir prendre sommeil et favoriser un endormissement, il est important d'être dans un état de détente physique et psychologique, bien évidemment. Le sommeil en quelques données chiffrées, on constate bien évidemment que chez les ados, la qualité, le sommeil bien évidemment est insuffisant, et un sommeil insuffisant est à corréler aussi à un petit volume de matière grise. Des nuits de moins de 6 heures, bien évidemment, augmentent le risque du diabète de type 2 de 28%, et aussi un manque de sommeil peut augmenter de 4% le risque d'attraper un rhume, puisque forcément on va avoir un jeu sur l'immunité. Les Français dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. 13% des 25-45 ans considèrent que dormir est une perte de temps, et 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. En conclusion de ces données, le constat est relativement simple. Nous avons tendance à accumuler une dette de sommeil pendant la semaine, avec une récupération insuffisante le week-end. C'est-à-dire que de ces données sont issues et extraites d'une enquête donc, de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, et qui montre qu'en semaine, le Français dort en moyenne 6h42.
On a perdu, voilà, c'était 6h58 en 2023, hein, donc c'est pas si vieux, voilà. Et le week-end, les Français dorment 7h25, alors qu'en 2023, c'était déjà, ce n'était que 7h40. Okay. Donc, on perd en moyenne 15 minutes de sommeil par rapport à l'année dernière. Donc, on creuse notre dette de sommeil, qui bien évidemment, comme toute dette, on peut courir pour essayer de la rattraper. C'est des fois peine perdue. Mieux vaut prendre constat que c'est une dette et on peut réfléchir sur la manière dont on peut faire pour essayer de la réduire. Voilà, ça permet déjà, et c'est toute l'approche que je vais vous présenter aujourd'hui. Les troubles du sommeil sont un fléau des sociétés modernes, bien évidemment. La forte diversité des troubles recouvre différentes situations et très diverses, voire même personnelles. Hein. Il y a autant de personnes qui ont des troubles de sommeil qu'il existe de troubles de sommeil, bien évidemment. Bon, de manière générale, dans les grandes catégories, 7 ont été représentés. Vous y retrouvez les insomnies, vous y retrouvez les troubles respiratoires du sommeil, vous trouvez les troubles moteurs du sommeil, tels que le syndrome des jambes sans repos. Vous trouvez les troubles centraux, donc d'hypersomnolence, les troubles du rythme circadien, bien évidemment, les parasomnies et d'autres troubles du sommeil qui ont été catalogués. Le focus d'aujourd'hui va concerner exclusivement donc l'insomnie, autant que faire se peut, c'est-à-dire cette notion du temps dans lequel le sommeil se fait rare. Voilà. Donc l'insomnie se caractérise par une diminution aussi bien de la quantité que de la qualité du sommeil. Donc on va retrouver derrière l'insomnie les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes, bien évidemment, ou le réveil précocement du matin. À peu près 70% des Français se plaignent d'insomnie. La conséquence est directe, c'est des maux de tête qui peuvent apparaître. Alors, il y a autant de conséquences qu'il y a de personnes, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, les plus fréquents vont être des maux de tête. Ça sera une fatigue qui peut être de la somnolence sur la journée ou ça peut être une fatigue sur le matin, des choses qui sont en tout cas un certain poids, voilà, qui traînent. De l'irritabilité, bien évidemment, ça peut occasionner chez certaines personnes des pertes de mémoire, hein, sans pour autant qu'il y ait un déclin cognitif avéré, mais des pertes de mémoire ou des difficultés à se concentrer le jour. D'accord. Les causes peuvent être multiples et variées. Les chocs émotionnels, bien évidemment. Alors, j'ai mis deuil, chagrin, surmenage, le fameux concept de la charge mentale, hein, qui est plus qu'un concept, et certaines personnes, elles le vivent, et elles survivent avec ça, et la conséquence est sur leur sommeil. Il peut y avoir le stress, bien sûr, les problèmes physiques ou médicaux, la prise de certains médicaments, les boissons à base d'excitants, la consommation de tabac, bien évidemment, la consommation d'alcool qui peut être trop fréquente, des problèmes psychologiques, tels que par exemple la dépression ou l'anxiété, ou les troubles anxieux généralisés aussi, bien évidemment, et l'environnement de la chambre à coucher avec des bruits, avec une lumière persistante, avec une température qui n'est pas adéquate, entre autres. Donc, pour résumer, une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 3-5 cycles de 90 minutes en moyenne. En France, une personne sur 3 est concernée par les troubles du sommeil et que ces troubles du sommeil ont des conséquences, on va dire un petit peu en étoile, c'est-à-dire ont des conséquences systémiques sur les organes, c'est-à-dire pathologies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, des cancers et les accidents. Alors que ce soit des accidents aussi bien le plus classique, c'est la route, la personne qui s'endormit au volant et ça génère un accident de la route, mais ça peut être aussi des accidents au travail, bien évidemment. Donc là aussi, il y a multiples cas. Les mécanismes biologiques du sommeil. Donc chez tous les êtres vivants, il existe 2 états bien distincts correspondant à des comportements différents. L'état d'activité et l'état de repos. Voilà. Nous sommes actifs. Parce que nous sommes actifs, nous avons besoin de nous reposer. C'est ainsi qu'est la vie, c'est comme ça que nous sommes faits. Ces 2 états ensuite alternent avec une périodicité ou une rythmicité, si j'ose dire, le plus souvent sur un cycle de 24 heures. Et chez l'homme, on parlera donc d'éveil, on parlera du sommeil, et tout ça sur un cycle de vie de 24 heures. Donc des systèmes plus complexes interviennent dans la régulation de l'éveil et du sommeil, et ces systèmes sont des circuits neurochimiques entre des structures du tronc cérébral, du thalamus et du cortex. Donc, de manière très développée, il y a cette slide-là. Je ne vais pas la détailler aussi détaillée qu'elle est, parce que le temps nous est compté, mais c'est pour ça que je vais vous faire un schéma beaucoup plus synthétique dans la slide suivante. Néanmoins, retenez quand même des acteurs majeurs d'un point de vue neurochimique qui ont été donc identifiés dans l'induction ou dans le maintien de l'éveil. Vous avez le système cholinergique. Le système cholinergique, c'est tout ce qui est rattaché à un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. D'accord. Cette acétylcholine, dans certains cas, va avoir un petit effet d'éveil. Okay. Dans d'autres cas, elle aura plutôt un effet d'apaisement puisqu'elle va agir sur le parasympathique en fonction d'eux.
et elle est en lien avec le GABA et notamment l'association GABA-glutamate. Deuxième système qui est le système noradrénergique. Le système noradrénergique, c'est en lien avec tout ce qui sera rattaché à la noradrénaline. La noradrénaline, c'est le neurotransmetteur de notre vigilance. Tiens, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le système sérotoninergique. Le système sérotoninergique, c'est tout ce qui sera en lien avec la sérotonine. Sérotonine, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on va être sur tout ce qui va être la phase de mémorisation dans le cadre d'un sommeil paradoxal. Et le dernier système, c'est le système histaminergique qui lui agit donc au niveau de l'hypothalamus et qui va coordonner davantage donc les systèmes en lien avec l'éveil. Okay, et tout ce qui sera les structures d'éveil, mais également aussi les structures d'endormissement dans le cas de l'hypothalamus antérieur. J'en dis pas plus. Restons simples pour la partie du topo qui nous est donné. Voilà la vision très schématique des choses, où vous avez l'alternance donc entre une phase d'éveil et une phase de sommeil, et cet équilibre phase d'éveil, phase de sommeil dépend de quoi? D'un lot de neurones qu'on va qualifier neurones de sommeil, et d'un lot de neurones qu'on va qualifier de neurones d'éveil. Dans les neurones d'éveil, les neurotransmetteurs sont des neurotransmetteurs tels que la noradrénaline, l'acétylcholine que vous avez là. Elles, c'est leur boulot, c'est quoi? C'est de nous maintenir en éveil, en vigilance, en présence, d'être là, proactifs dans ce que nous sommes en train de faire. Okay, sauf qu'elles ont besoin d'avoir un extincteur, si on veut dire. Elles ont besoin d'avoir quelque chose qui vienne, entre guillemets, leur dire, bon, maintenant, il est temps de s'apaiser, de se calmer. Sinon, on est constamment dans l'éveil. Et bien, ce qui va faire jouer ce rôle d'extincteur, c'est une molécule ici qui est un autre neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Et ce GABA, c'est le stabilisant naturel de votre système nerveux, aussi bien physique que mental. Maintenant, ce GABA, l'organisme ne le fabrique pas, enfin, il ne le produit pas directement. Ça passe par une voie détournée, si j'ose dire. C'est-à-dire que le GABA est produit dans les neurones, est produit indirectement par la conversion de l'acide glutamique en GABA grâce à une enzyme. Et ça, vous l'avez dans les neurones du sommeil. Donc, en clair, les neurones du sommeil vont fabriquer une molécule qui est hautement excitable pour notre système nerveux, qui est l'acide glutamique, et que cette molécule étant très excitable, l'organisme va la convertir en une molécule qui sera stabilisante de notre système nerveux, qui est le GABA. Et le GABA, c'est la pierre angulaire du sommeil. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va favoriser votre effet détente, et c'est une molécule qui va favoriser l'induction et la prise évidemment du sommeil, puisqu'à partir du moment où on est détendu, on peut avoir d'autres molécules qui vont favoriser l'endormissement. On le verra plus en détail. Ok, donc les neurotransmetteurs et les sommeils, le rôle des neurotransmetteurs donc, fonctionne par paire. D'accord, chacune d'elles peut avoir un effet excitateur, soit inhibiteur. Donc le couple dopamine-acétylcholine est plutôt ce qui va être comparable à, à une position on d'un circuit électrique, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va accélérer l'influx électrique, donc l'influx nerveux. Donc cette paire va plutôt provoquer un regain d'énergie dans le corps. D'accord. Alors la dopamine, c'est un regain puissance 10. L'acétylcholine, c'est un regain light, quoi. Voilà, ok, pour le faire très schématique. Et ça fonctionne, voilà, et permettre à l'organisme de fonctionner, et notamment au cerveau, de fonctionner plus rapidement. Ok, donc c'est ceux qu'on sollicite quand nous sommes dans l'action. Et puis le GABA, la sérotonine, eux, sont comparables à une position off d'un circuit électrique. Donc on va ralentir l'influx nerveux. Donc c'est ce qui, cette paire-là va permettre d'apaiser, évidemment, donc favoriser un effet détente et donc favoriser, bien évidemment, l'endormissement. Les mécanismes biologiques du sommeil aussi sont étroitement liés, bien évidemment, à une autre molécule qui fait partie du sommeil, qui est la mélatonine. D'accord ? Et cette mélatonine est une molécule qui est produite car la luminosité et les stimulations externes et internes, notamment digestives, ou des émotions, ou le stress, bien évidemment, qui diminue, un signal est envoyé, vous voyez, dans le cerveau, donc le suprachiasmatique du siège de l'horloge interne, pour qu'en réponse à cette stimulation, l'épiphyse produise donc la mélatonine. La mélatonine est véritablement l'hormone du sommeil. La mélatonine donc c'est elle qui induit le sommeil, mais l'action de la mélatonine sera d'autant plus efficace que si vous êtes calme et détendu. S'il n'y a pas d'effet détente en amont, bien évidemment, l'effet de la mélatonine ne pourra pas se faire correctement entendre. Ici, un petit corrélatif entre, pareil, toujours cette notion de couple. La mélatonine ne va jamais agir seule, si j'ose dire. Dans la chronobiologie, la mélatonine va agir avec son petit cousin, si j'ose dire, qui est le cortisol. Et là, vous avez en fait les variations circadiennes de ces deux molécules-là, la mélatonine donc, que vous avez avec la phase lune et le cortisol que vous avez avec la phase soleil, qui est la phase du jour. Et vous voyez qu'elles sont donc vraiment extrêmement,
à l'opposé l'une de l'autre, puisque on va avoir un maximum ou une mélatonine à son apogée au petit matin, sauf que sa libération dans les voies sanguines pour favoriser l'endormissement, c'est fait début de soirée, en fait, hein, d'accord. Le cortisol, lui, il va être à son apogée au petit matin, en fait, hein, d'accord, très clairement, pour là nous lancer dans l'activité, lancer la dopamine et lancer toute la machine pour nous mettre en mode d'éveil et de vigilance pendant l'éveil. Donc, les hormones du sommeil, le rôle fondamental à la régulation voilà, ces hormones sont de 3 types. Le premier, donc mélatonine, que vous connaissez toutes et toutes, hein, bien évidemment. Donc, elle, clairement, c'est vraiment l'hormone de sommeil à proprement parler. Sans elle, effectivement, point de sommeil et donc difficulté de sommeil, et notamment en lien avec la mélatonine, c'est ce que vous pouvez avoir les jet lag, par exemple, ou alors les personnes qui sont sujettes au réveil précoce. Le cortisol, voilà, donc le cortisol qui va être, l'hormone qui va nous maintenir éveillés, d'accord. Donc, aussi, premier frein à des difficultés d'endormissement, c'est déjà la concentration de cortisol. À quel niveau se situe-t-elle? Si pendant toute la journée, parce que je suis à plein badin, j'ai un état d'éveil extrêmement prolongé, le cortisol va être sécrété. D'accord. Et c'est autant de sécrétion de cortisol que l'organisme va devoir décompenser, éliminer pour pouvoir avoir un effet détente. Donc, si j'ai une forte imprégnation de cortisol, il y a de fortes chances pour que l'état général, mon patient, soit en résistance à une prise de sommeil. Voilà. Et la troisième piste, entre guillemets, troisième hormone à investiguer, c'est l'adénosine. Alors, je dis hormone, mais on est plutôt sur une molécule à proprement parler que réellement hormone, mais c'est intéressant d'avoir comme ça. Parce que l'adénosine, c'est clairement la molécule qui va agir en termes de pression de sommeil. Je m'explique. L'adénosine, elle est étroitement liée à l'ATP. L'ATP, c'est la molécule que l'organisme fabrique pour pouvoir avoir de l'énergie et dépenser cette énergie dans nos actions. Quand l'ATP est consommé, vous libérez de l'adénosine, d'accord. Et cette adénosine passe par la voie sanguine, bien évidemment, et sa concentration qui s'élève dans la voie sanguine va en fait favoriser la pression de sommeil, sans pour autant que vous tombez dans un état de somnolence, bien évidemment. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le matin, vous vous levez dans un état de vigilance, d'accord, et vous passez votre journée à consommer de l'ATP qui va équilibrer cet état de vigilance avec une pression de sommeil. Voilà un petit peu comment s'articulent les choses. Ce à quoi il faut rajouter derrière tout ce qui va être le plan neurocognitif, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites de votre journée, comment vous le faites, comment ça se passe, quelles émotions vous vivez, etc., etc., etc. Donc, toute l'approche comportementale. C'est par ce biais-là que j'explique que c'est bien la journée qu'on fabrique et qu'on prépare notre sommeil, et non pas pendant le sommeil, en fait. Donc, plus pendant notre journée, on est en capacité de faire des choses parce que c'est le bon moment de les faire, de se donner un coup de bourre parce que c'est le moment de le faire, mais de s'autoriser aussi des phases de récupération, comme par exemple une petite marche. La marche favorise la libération d'adénosine. Et par ce biais-là, vous favorisez l'élévation de la pression du sommeil. Et donc, vous conduisez une hygiène, on va dire, favorable à un effet détente durant la journée. L'acteur majeur étant le GABA, donc je vous fais un petit focus sur celui-ci. Donc, vous avez ici dans le GABA, c'est un neuromodulateur donc, qui est impliqué dans à peu près 30% des synapses, donc, qui est impliqué dans la majeure partie donc, chez l'humain, et 30% donc, des synapses du cerveau. Le deuxième est en lien avec notre deuxième neurotransmetteur inhibiteur, c'est la glycine, qui est plutôt dans la moelle épinière. Ce neurotransmetteur, donc le GABA, rythme clairement notre rythme cérébral. C'est lui qui permet de vous fonctionner de manière régulière sur le plan physique et sur le plan mental. Quand la production de GABA est optimale, vous êtes calme de corps et d'esprit. Le dérèglement de GABA peut être très sensible. On va voir qu'est-ce qui va être à l'origine d'un dérèglement de GABA. Et des troubles physiques apparaissent, tels que des maux de tête, notamment au niveau du lobe temporal, l'hypertension avec des palpitations. Alors cette hypertension, c'est souvent l'hypertension en lien avec notamment des terrains anxieux. Le terrain anxieux, le terrain s'inquiète à tout, c'est ce style de personnes-là. Les palpitations apparaissent aussi. Dans certains cas plus prononcés, ça peut être à l'origine de convulsions, diminution des puissances sexuelles et problèmes cardiaques. Alors, sous avis médical, évidemment, d'un cardiologue, mais c'est souvent aussi une petite tachycardie réactionnelle par rapport à un stress que la personne, évidemment, qui la rend anxieux, quoi. La synthèse du GABA, elle se fait préférentiellement à partir du glucose, ce glucose qui est métabolisé, comme je vous ai dit, en glutamate par les enzymes du cycle de Krebs. Tout ça se passe dans les mitochondries de nos cellules, d'accord. Et ce glutamate donc, est converti en GABA grâce à une enzyme qui est l'enzyme décarboxylase de l'acide glutamique,
qui, pour correctement bien fonctionner, a besoin d'un statut de vitamine B6 correct. Si ce statut vient à manquer, ou en tout cas il y a une petite carence qui arrive, une subcarence, le fonctionnement de l'enzyme sera moins performant, je produirai moins de GABA, et l'efficacité du GABA sur son transporteur sera moins pertinente. C'est ce qui est illustré ici. Quand le GABA vient se fixer sur son récepteur, il provoque ici cette cascade de réactions en chaîne. Alors là où il y a les espaces, il faut imaginer une flèche. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas passé. C'est toute une cascade de réactions, c'est-à-dire que lorsque le GABA se fixe sur son récepteur, il favorise, le récepteur étant un canal ionique, il va favoriser l'entrée des ions chlorure, et ce passage d'ions chlorure va changer le potentiel de membrane, on va parler d'hyperpolarisation, et la conséquence, ce sera la diminution du potentiel d'action, autrement dit, on ralentit en fait, d'accord ? On met le système en position repos, voilà. Donc il existe différentes, selon les natures, selon les natures GABA, encore une fois, les signes sont multiples et variés selon les gens, mais c'est surtout un signe annonciateur qui est la perte de stabilité. Vous savez, la personne qui va s'inquiéter de tout, qui va se faire un stress de tout, s'inquiéter de tout, aussi bien elle perd sa stabilité physique, donc là, ça va être les petits problèmes, le petit grain de sable qui va venir occasionner des problèmes physiques, et elle va faire focus dessus, ou ça peut être des problèmes d'instabilité psychologique, c'est-à-dire que là, c'est par exemple une émotion ou un comportement d'un collègue au travail qui n'est pas passé. Et pareil, elle va s'en inquiéter, elle va s'en inquiéter, elle va s'en inquiéter. Et vous voyez que petit à petit, au niveau sur le plan cognitif, va se mettre en place ce qui les caractérise tous, le petit vélo qui tourne dans la tête, en fait. C'est-à-dire ce schéma-là. Et comment vous voulez, quand vous avez le petit vélo qui tourne dans la tête, vous n'êtes pas détendu, et c'est logique, puisque ce petit vélo qui tourne dans la tête n'a qu'une conséquence, vous augmentez votre état de vigilance. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cet état-là, presque de ne pas dormir ou d'avoir des difficultés à dormir, c'est presque, ouais, bravo, c'est juste la conséquence que oui, effectivement, votre corps fonctionne et peut-être déséquilibré, fonctionne pas bien pour l'heure, mais en attendant, le signal qui marque est quand même intéressant, c'est-à-dire que oui, vous avez le vélo qui tourne dans la tête, vous vous inquiétez de tas de choses, et tout le travail après thérapeutique et l'accompagnement que vous faites à votre patient, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce petit vélo qui tourne dans la tête, en fait, parce que ça va occasionner forcément des conséquences aussi bien physiques que comportementales. Et on va voir sur quelles vont être ces conséquences, évidemment. Donc, l'origine du déficience de GABA, ça peut être lié tout simplement à sa synthèse. Donc, manque de précurseurs, très clairement. S'il manque de précurseurs à GABA, ou si j'ai des cofacteurs alimentaires qui sont en déficit, notamment si j'ai une alimentation qui est extrêmement acide, très dépourvue de minéraux basifiants, ce genre de choses-là, j'aurai un déficit de synthèse de GABA. Donc, par conséquent, des signes annonciateurs d'une capacité à pouvoir me détendre. Une autre cause, c'est la maladie. Notamment, la maladie du GABA, c'est l'épilepsie, par exemple. Okay, ou alors, vous avez aussi l'origine du déficience de GABA peut être aussi la surconsommation. Qu'est-ce qui nous fait surconsommer du GABA ? C'est une inflammation, et notamment l'inflammation de bas grade. Vous savez, le patient qui a tous les signes cliniques, mais en termes de biologie, c'est nickel. Et celui-là, peut-être avant de venir vous voir, il est allé voir le médecin, et lui, le patient a senti que ça n'allait pas bien, et quand il va voir le médecin, donc il voit les indices qui sont bien, le médecin va lui dire, non, pour moi, tout va bien. Et ça vient rajouter de l'anxiété à l'anxiété, ça va encore plus consommer, bien évidemment, et consommer son GABA. Et tout ça a pour conséquence d'occasionner du stress, bien évidemment, organique, du stress oxydatif, qui sera délétère pour la synthèse de GABA. Le stress, bien évidemment, donc parce que je vous ai dit, cette augmentation d'hypervigilance et de résistance à cette hypervigilance. Et le comportement, c'est là tout l'intérêt des thérapies comportementales cognitives et la responsabilité de la personne par rapport à son état de santé, le choix de mes pensées. Ce qui nourrit positivement le GABA, c'est tout ce qui va être pleine conscience, bien évidemment, et le schéma de pensée positive, là, ici et maintenant. Si on veut un mantra qui l'illustre bien, c'est chaque jour faire de son mieux avec ce que sont nos capacités du moment, sans s'inquiéter de demain, sans avoir encore en tête ce qui s'est passé hier. Voilà. Donc, tout ça occasionne des conséquences d'ordre physiologique, émotionnel, bien évidemment, et comportemental. Des conséquences aussi sur l'endormissement, bien évidemment, et sur les réveils nocturnes. Donc, l'endormissement, on va s'endormir de plus en plus tard, au risque de se lever de plus en plus tôt. Et là, vous voyez le déséquilibre et l'imprégnation du cortisol qui fait que le cortisol étant en trop grande quantité dans un stress prononcé, va être en trop grande quantité, ça va retarder la prise et la mise en action de la mélatonine, donc ça va se décaler, d'accord ? Et le cortisol étant en grande quantité, évidemment, le patient va se réveiller beaucoup plus tôt. Donc là, vous vous retrouvez quand le patient est en hypervigilance, avec un schéma de mélatonine qui pourrait être exprimé, mais ne sera pas entendu. Pourquoi ? Parce que l'hypervigilance occasionne une élévation du cortisol qui fait que lui va étouffer
le signal de la mélatonine. Donc, le patient s'endort tard, peut potentiellement se réveiller 1 heure après, mais surtout, il va se lever à 5 heures du matin, alors qu'habitude, il se levait peut-être à 7 heures ou 8 heures. Voilà. Donc, d'un point de vue cognitif, le patient, avant de venir vous voir, lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, donc il va essayer de recourir et essayer de lui-même de trouver des solutions. Donc, le petit vélo qui tourne dans la tête, comment je peux faire? Donc, il va vivre dans cet état de rumination. Il vit dans un état aussi de commencer à se déprécier, à déprécier sa valeur, parce que il s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à gérer, une anxiété qui lui est délicate. Et tout ça fait qu'il a besoin de recourir des fois à certaines substances ou d'augmenter certaines quantités. Il ne buvait pas de café, il se met à en boire. Il n'avait pas du Red Bull, il en prend. Et on va rentrer comme ça dans un cercle vicieux qui va être nourri de pensées négatives, de rumination, d'anxiété, de blocage, de conflits verrouillants. Et ça, c'est ce que le patient vit la journée. Donc, en vivant ça la journée, et donc on est loin d'un effet détente, il est compliqué pour lui de pouvoir avoir un endormissement classique, normal, et encore plus d'avoir un sommeil bien posé. Ici, les signes évocateurs, je ne les détaille pas pour vous les avez, donc vous les regarderez en replay. C'est surtout ça qui est intéressant pour la dernière partie qui nous intéresse, les quelques minutes qu'on a encore ensemble. Parce que là, vous avez sur cette slide-là tout ce qui va résumer votre approche en termes de micronutrition, de phytothérapie, et on verra après de stratégie neurocomportementale, on va dire ça comme ça. Donc ici, vous retrouvez la voie métabolique de la synthèse du GABA, donc équilibre glutamine-glutamate. Voilà. Le glutamate, il est converti en GABA avec un statut de B6 et de magnésium. D'accord. Et le GABA va se lier à son récepteur, pour avoir l'effet GABAergique, c'est-à-dire on apaise et on calme le système nerveux. Premier préambule à vous dire, c'est que la liaison du GABA à son récepteur elle dépend de 3 micronutriments que sont le calcium, le magnésium et le potassium. Le calcium, le magnésium, le potassium, le cerveau ne sera jamais en carence de manière générale. Par contre, s'il en a vraiment besoin ou si le besoin est accru, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller piller d'autres organes ou d'autres systèmes organiques qui, eux, ont besoin de calcium, de magnésium ou de potassium. D'accord? C'est comme ça qu'apparaissent, et notamment chez ces personnalités-là, vont apparaître le petit trouble physique, le petit pépin physique, autrement dit, le pépin physique satellite qui montre qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est-à-dire cette surconsommation de GABA. Donc, la liaison au GABA, elle est vraiment fondamentale de ces oligoéléments-là, donc calcium, magnésium, potassium. Une fois ceci étant dit, bien évidemment, il est important, vous avez ensuite, en termes de légende, tout ce qui va favoriser, ça va être la légende verte, ici, la flèche verte. Donc, les probiotiques et bien évidemment un écosystème intestinal favorable va permettre, bien évidemment, à la glutamate décarboxylase de correctement bien fonctionner et donc d'avoir la synthèse du GABA. Comme aussi d'apporter les précurseurs du GABA, optimise aussi la synthèse du GABA. D'accord ? Attention à cette flèche aussi verte parce que le stress oxydatif chronique des glucocorticoïdes vont favoriser la déficience de magnésium qui, elle, va inhiber la synthèse de GABA. D'accord ? Donc en rouge, vous avez tout ce qui va inhiber. Donc inhiber en biologie, c'est clairement bloqué. Voilà. Et en noir, c'est tout ce qui va perturber, c'est-à-dire l'inflammation. Vous voyez, c'est les petits grains de sable qui viennent parcourir les voies métaboliques et qui viennent ralentir la performance de ces voies-là. Voilà. Donc on revient à les classiques, bien évidemment, c'est-à-dire que la prise en charge du sommeil est une prise en charge holistique, bien sûr, avec, c'est pas que l'aspect sommeil à proprement parler, on ne va pas se limiter qu'à la mélatonine, c'est l'aspect de l'individu dans sa globalité, donc aussi bien système nerveux que système, évidemment, système hépatodigestif. Les EPA et DHA, ça sont les classiques, bien évidemment, dans le système nerveux. Sans EPA et DHA, compliqué. On peut avoir tout bien fabriqué, mais s'il n'y a pas une bonne fluidité membranaire, ça peut déjà juste expliquer les problèmes. Donc, vous avez ici les petits rappels de ces différents nutriments-là. Donc, la glutamine, pour favoriser la production du GABA. Je vous ai mis un petit topo sur le glutamate, parce que le glutamate, déjà, l'organisme le fabrique, donc il n'y a pas besoin de s'en rajouter. Sauf qu'un patient qui a des difficultés parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne veut pas prendre le temps, parce que c'est compliqué, il va vite rentrer dans un schéma de petits plats tout préparés dans le four micro-ondes. Donc, vous voyez là clairement ce qu'il va ingérer. Il va ingérer des booms et des booms de glutamate exogènes, si j'ose dire, que l'organisme va devoir gérer. D'accord ? Et ça va être autant d'excitation pour son système nerveux, donc en conséquence, autant de difficultés pour l'individu à se détendre après le soir. Vous pouvez le voir aussi chez certaines personnes qui, après ingestion d'un plat,
notamment le soir, ont des difficultés à pouvoir passer une bonne nuit tranquille et posée, parce que le glutamate additif alimentaire est certes exhausteur de goût, mais c'est un excitant cérébral. Pour la prise en charge phytomicronutritionnelle, donc là, on est dans un schéma de favoriser l'effet GABAergique. On n'est pas dans sa synthèse, mais on est dans favoriser l'effet. La théanine, donc la théanine qui va augmenter, donc là, c'est par ce biais-là, parce qu'elle a une affinité pour les récepteurs à GABA, donc elle va augmenter donc cet effet GABAergique et favoriser la production des ondes alpha, qui sont des ondes intervenant dans la relaxation et l'endormissement. Okay. Et vous avez une autre molécule qui est extraite donc du lactium, qui est l'alpha-casozépine. D'accord. Donc l'alpha-casozépine, qui est une molécule donc à effet démontré calmant, apaisant, donc qu'on va appeler effet GABAergique. Donc, vous verrez, il y a à la fin du topo toute une partie biblio où vous retrouverez des publications si vous voulez pousser un petit peu plus loin les connaissances. Là, je vous le fais très très rapide. Pour favoriser donc la prise en charge d'un axe GABA, en termes de détente, de sommeil, stabilité physique et mentale, bien évidemment la phyto, avec des plantes aux vertus sédatives et anxiolytiques. Alors, petit point sur la phyto est quelque chose qui s'hydrate. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le patient ou lorsque vous préconisez de la phytothérapie, il est important de permettre au patient de s'hydrater. Donc, la phytothérapie, les gélules, on va les prendre en dehors d'un repas, à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant le repas, et surtout de le prendre avec un grand verre d'eau, évidemment. Alors, pas uniquement là, s'hydrater, mais de le prendre, l'hydratation, elle est toute la journée, bien sûr. Mais vraiment, avec des produits de phyto, hydratez bien la plante, ça a tout l'intérêt de remettre en suspension les principes actifs. Donc, la phyto, elle est classique. Vous avez la valériane, évidemment, vous avez l'escolzia, la passiflore, c'est de la phytothérapie classique, la marjolaine et le coquelicot. Voilà, on n'a rien inventé de mieux. Ça reste que ces plantes-là, chacun est différent et il faut les adapter en fonction de la susceptibilité de la personne. Chez certains, le coquelicot pourra vachement bien marcher. Chez d'autres, ça sera peut-être plus limité. D'où l'intérêt, en termes de phyto, le choix est relativement large pour que chaque personne puisse trouver chaussure à son pied. Là où il est important aussi, en termes de phyto, c'est l'approche adaptogène. Cette approche adaptogène, elle est intéressante avec ici l'ashwagandha qui est l'adaptogène par prédilection du GABA. Pourquoi s'adapter ? S'adapter, il est important de l'avoir à l'esprit parce que quand on rentre dans un schéma de correction de problématique de sommeil, ça serait trop beau si ça pouvait se faire du jour au lendemain. Voilà. Non, ça va se faire et ça va s'inscrire dans un certain temps. Et dans ce certain temps, il est important que la personne ne soit plus dans un schéma cognitif de résister à, mais plutôt de m'adapter. D'accord ? Et dans cette stratégie de m'adapter, ça laisse sous-entendre que je vais faire ce que je peux faire avec les moyens qui sont les miens maintenant. Voilà. Demain, j'aurai d'autres ressources, je pourrais faire autrement, on verra. Et là, c'est toute la stratégie en fait de l'ashwagandha d'un point de vue cognitif, c'est de permettre en fait, par ces vertus adaptogènes, de donner les ressources suffisantes pour que la personne puisse faire ce qu'elle a à faire, tout en lui favorisant une récupération maximale quand elle est dans la phase de récupération. Donc, c'est je donne, mais pas trop, je récupère, mais pas trop non plus. Et comme ça, petit à petit, le temps faisant, je régule. C'est pour ça que la prise d'un adaptogène ne se fait pas juste sur un mois, on part sur 3, voire peut-être 6 mois. Petite précaution d'emploi sur l'adaptogène, c'est que c'est une plante qui augmente les T4. Les T4 sont les hormones thyroïdiennes. 4. Ça veut dire que c'est une plante, il y a une grosse précaution d'emploi dans les cas d'hyperthyroïdie, bien évidemment. D'accord ? S'il y a besoin, je répondrai un petit peu plus dans les questions. D'autres après en annexe que j'ai mis, qui est l'aubépine, la mélisse, qui est une classique par rapport notamment à la sphère digestive, lorsque le stress est prononcé sur les voies digestives. Et l'aubépine, qui est intéressant dans tout ce qui va être, bien évidemment, arythmie, hypotenseur et cette notion de palpitation, quoi. D'accord ? Avec des bourgeons qui peuvent être aussi intéressants à préconiser. Et là, on arrive dans la dernière partie qui va être celle consacrée donc à la notion de prise en charge non nutritionnelle. Il est clair que les fondamentaux de base pour optimiser sa synthèse de GABA, donc garder sa stabilité et donc favoriser un effet de détente, la marche, il n'y a pas mieux. Plus vous marchez de manière modérée, on ne part pas sur une marche nordique sprintée, non, une balade en forêt, marchez à votre rythme, prenez le temps de ressentir les choses autour de vous, redonnez ces conseils-là de marche en pleine conscience, là, ici, maintenant. Ça permet de consommer votre ATP et ça permet d'augmenter dans l'organisme donc cette fameuse adénosine qui va permettre donc d'optimiser la pression du sommeil.
La pratique de la pleine conscience, effectivement, le neurotransmetteur qui est vraiment sensible à la pleine conscience, c'est le GABA. Quand vous faites une pleine conscience, vous êtes bien dans l'instant présent, là, ici, maintenant. Vous n'êtes pas en train de penser à un futur qui n'est pas arrivé et encore moins en train de penser à un passé qui vient juste de… Voilà. Quand vous êtes là, ici, maintenant, vous êtes vraiment dans l'articulation GABA et ces sensations-là. Un mantra pour le lâcher prise et un mantra pour l'instant présent. Donc ça, c'est ce que je vous propose de voir en suivant. C'est-à-dire la pratique de la pleine conscience, vous l'avez ici, quelques exemples, bien évidemment, mais les exercices de pleine conscience se font rapidement dès lors que vous vous mettez à l'écoute de vos sens. Le senti, le regard, le goûter, quand la personne, quand vous préparez, ne serait-ce que de passer à table, et si on veut prendre le temps de manger, on peut prendre le temps aussi de préparer son repas. C'est une notion, en fait, de redonner du temps au temps. Et l'idée, elle est là, c'est-à-dire que nos journées peuvent être à plein badin. Là, c'est une période de rentrée ou pré-rentrée. On a déjà le cerveau sur ce qui va arriver, sur ci, ça. Ok, ça fait partie du mood, on est dedans. Mais accordez-vous la responsabilité de prendre dans ces journées-là, de prendre ce moment qui vous permet de respirer, en fait, de revenir dans votre centre, de revenir dans votre rythme à vous. Parce que c'est ce rythme-là, c'est cet ancrage-là qui va favoriser pour l'organisme, pour le cerveau, cet effet sécurité et de se sentir en sécurité, détendu. C'est ce qui favorisera un endormissement. Donc, vous avez ici les petits exercices. Je vous ai mis ici quelques petites bibliographies si vous voulez pousser un peu plus les investigations. Ça concerne la majeure partie les neuros. Vous avez ensuite l'alpha-casozépine version les benzodiazépines. Voilà, si vous voulez pousser un petit peu plus le discours. Voilà le topo. Alice. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour cette belle présentation. Ce beau webinaire, c'était très clair. J'espère que ça vous a beaucoup plu à tous. J'espère. Je vois qu'on a déjà quelques questions. Juste avant d'y répondre, je vais rapidement vous présenter SimpliCure, donc qui vous offre ce webinaire avec Benoît aujourd'hui. Donc SimpliCure, c'est une plateforme qui permet de faire vos recommandations multilaboratoires en un seul et même endroit. Donc pour ça, je vous propose de vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir voir la plateforme ensemble. Donc voilà, quand vous arrivez sur SimpliCure, vous arrivez ici. Il vous suffit donc d'accéder à votre compte et vous retrouvez sur la page d'accueil sur laquelle vous retrouvez notamment tous les webinars. Donc très très prochainement celui d'aujourd'hui, si vous voulez notamment bénéficier du replay et des slides que Benoît vous a présentés. Mais sinon, la fonctionnalité principale de la plateforme, c'est donc de vous permettre de créer vos recommandations en cliquant sur ce bouton. Vous arrivez donc dans une nouvelle recommandation à laquelle vous pouvez ajouter tous les produits de votre choix. Aujourd'hui, on a une centaine de laboratoires que vous pouvez retrouver ici. Vous accédez donc à notre catalogue. Pour s'y retrouver, vous avez donc des filtres. Donc, il est assez facile d'utiliser, notamment par laboratoire, mais également par objectif de santé. Donc aujourd'hui, le webinaire avait pour thème le sommeil. Vous pouvez donc bien sûr retrouver tous les produits que nous proposons sur le thème du sommeil. Donc là, vous en avez une petite centaine. Sur chaque produit, vous avez le détail avec notamment la formulation, les contre-indications ou encore la posologie. Donc, c'est toutes les informations qui sont communiquées directement par les laboratoires. Et quand vous avez trouvé les produits de votre choix, vous pouvez tout simplement les ajouter à votre recommandation. C'est très intuitif. Là, je prends 2 produits au hasard que j'ajoute à ma recommandation. J'y retourne ensuite en haut à gauche. Et donc là, j'ai ma recommandation qui a été actualisée avec les produits. Vous pouvez un petit peu personnaliser cette recommandation sur les instructions de prise ou en ajoutant une note à votre client. Vous avez également le tableau récapitulatif des apports qui, donc là, n'est pas pertinent, mais en cas de produits avec des vitamines, ça se cumule en fonction des produits de votre recommandation. Une fois que vous avez donc tous les produits de votre choix, rien de plus simple pour l'envoyer à votre client. Vous l'ajoutez ici, donc je vais prendre un test, et vous l'envoyez grâce au bouton « Envoyer ». Bien sûr, ce qui est important aussi chez SimpliCure, c'est qu'on offre une réduction qui par défaut est 10%, que vous pouvez répartir, voilà, comme ça, en modulant entre vous et votre client. Par exemple, accorder 7% de réduction et vous prendre 3% de commission.
Donc voilà pour ce qui est de la recommandation. Et si je retourne rapidement sur la plateforme, vous retrouvez également dans l'onglet recommandations tout l'historique de vos recommandations. Vous pouvez également voir l'évolution du statut ici, qui passe de créer à envoyer puis à acheter. Ça vous donne donc un suivi supplémentaire sur vos recommandations de compléments alimentaires. Donc bien sûr, si Simplicure, ça vous intéresse, nous, on est là pour répondre à vos questions, vous aider dans l'accompagnement de l'installation de la plateforme. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur simplicure.com et à créer un compte. Donc voilà, pour rappel, aujourd'hui, on a plus de 100 laboratoires. Donc vous retrouverez, je suppose, des produits que vous avez l'habitude de recommander. Voilà, ça équivaut à peu près 2000 formulations. Et comme je vous le disais, donc Simplicure, ça vous permet de gagner du temps en faisant vos recommandations, mais aussi d'améliorer l'observance, puisque vous facilitez la commande aussi pour vos clients, puis vous avez un meilleur suivi. Et enfin, vous bénéficiez de nombreux avantages. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est sans engagement, donc surtout ne pas hésiter. Également, donc, les prochains webinaires qui ont lieu cette semaine, notamment sur l'ostéothérapie tissulaire réflexe demain midi, puis sur la santé postpartum jeudi midi. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc maintenant, on va pouvoir repasser aux questions, Benoît. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a d'autres. Pour l'instant, je vois qu'on a déjà quelques-unes. Donc notamment, comment accompagner les personnes qui travaillent en horaire décalé? Alors, comment accompagner les personnes en horaire décalé? Effectivement, en soi, c'est un programme. Parce que là, ces horaires-là, enfin, ce rythme de travail-là est très, très effectivement compliqué pour le corps et endurant pour le corps. Donc là, c'est essayer dans la phase du jour. Donc là où normalement elle serait poussée à dormir, alors déjà essayer de garder des horaires fixes durant la phase de jour. Donc sur des réveils par exemple ou sur des activités, faire comment dirais-je, se border à avoir un rythme sur la journée, sur la phase diurne de la journée en fait. Donc on peut s'autoriser par exemple des siestes, mais on ne va jamais partir sur la sieste de 3 heures, il ne faut pas que ça soit une nuit. Vous voyez, on peut essayer les repas, c'est pareil, essayer de prendre les repas plutôt à heure régulière. C'est en fait tout ce que l'on peut faire sans que ça soit non plus monastère, mais essayer de garder autant que faire se peut le rythme d'un rythme diurne, même si on sait que derrière, il y a la fatigue et il y a le décalage qui fait que. Dans les cas les plus difficiles, on peut avoir recours à la mélatonine. Moi, c'est dans ces conditions-là aussi où pour resynchroniser aussi un petit peu. C'est dans ces conditions-là, et uniquement dans ces conditions-là que je la préconise. Après, c'est une question vaste qui mériterait plus de détails sur une échelle plus personnelle. Merci beaucoup. Vous en avez rapidement parlé juste là, mais on avait des questions sur la sieste. Donc, est-ce que ça permet bien de récupérer les perturbations de sommeil? Et puis également, est-ce que ça permet de limiter la production de cortisol? Oui, en fait, la sieste est clairement en lien avec cette pression du sommeil qui est en lien avec l'adénosine. Voilà. C'est-à-dire que vous vivez dans la journée la pression du sommeil parce que vous consommez de l'ATP qui libère l'adénosine. Quand vous sentez le besoin de dormir, alors ne soyez pas au volant pour le faire, ne soyez pas au boulot pour le faire, mais en clair, quand vous êtes peut-être dans une pause et que le moment de sieste vient, oui, faire la sieste, très bien, 15 minutes, 20 minutes, grand maximum. Tout l'intérêt de la sieste, c'est ça en fait. D'accord? C'est certainement pas de faire une nuit. Hein. Voilà. Donc, autant faire une sieste de 15-20 minutes, surtout quand le besoin se fait sentir. Ça veut dire que vous êtes sous cette pression du sommeil imposée par votre adénosine, en fait. Et le fait de faire la sieste, vous allez consommer l'adénosine et ça va l'éliminer, vous serez moins sur la pression de sommeil. Donc, sieste, oui. Pas trop longue, bien évidemment. Et mieux vaut faire une sieste que plutôt le soir, de partir parce qu'on sent qu'on est fatigué, qu'il y a une deuxième journée qui commence, de partir avec du café ou avec des cigarettes ou des choses comme ça. Tout ce que vous prenez sur la journée qui sera de l'ordre de l'excitation, vous consommez votre GABA. Donc, vous consommez vos capacités de vous détendre. Voilà un peu le rapide. Merci. On a aussi une question. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un équivalent à l'ashwagandha
que pourrait prendre une personne hyperthyroïdie de base d'eau? Ouais, alors hyperthyroïdie, très clairement là, on est sur la pathologie donc installée. Donc là, on va être plus, donc l'ashwagandha est à proscrire, hein, c'est clair. On ne va pas raisonner sur la meilleure moyen de raisonner sur la thyroïde, ça sera de partir sur la notion de pathologie auto-immune. Donc là, on va revenir sur une prise en charge plutôt systémique, c'est-à-dire tout ce qui va être le fonctionnement de la sphère hépatodigestive, tout ce qui va être le fonctionnement de la cellule. Et on va repartir sur plutôt une analyse organique de ce système endocrinien. Et en traitant ça dans cette approche-là, les conséquences seront bénéfiques après sur le sommeil. Ce que je suis en train de dire, c'est que de donner une plante par rapport à ce style de patient-là, c'est de mettre un sparadrap sur une jambe de plâtre. On va rentrer plus dans les détails chez cette problématique-là avec la personne. À moins que ce travail ait déjà été fait. Là, je ne sais pas. Merci pour ce retour. Une nouvelle question. Est-ce qu'il est utile et efficace de prendre directement un complément de GABA, car il paraît qu'il ne pénètre pas facilement la barrière hémato-encéphalique? C'est exact, c'est une très bonne question. Effectivement, oui, la supplémentation donc, en produits compléments alimentaires de GABA avec une belle étiquette GABA, elle existe. Oui, ok. Par contre, il n'y a que 5 à 8% de la concentration de ce GABA qui passera. Donc, si le comprimé est à 500 mg, vous n'aurez que 8% du GABA qui passera la barrière hémato-encéphalique. Alors, moi, ce que j'aime dans la sphère cérébrale, c'est toujours partir sur les précurseurs. Et même de manière générale, quand vous optimisez une voie métabolique, partez du principe qu'il y a un précurseur, il y a un élément de base qui sera la clé de tout le reste. Et donc, pour le GABA, l'élément de base, ça reste quand même la glutamine. Donc, préférez les précurseurs glutamine B6, entre autres, que partir sur un GABA déjà formé et que l'organisme va se retrouver bien embêté avec ça, quoi. Voilà. Ok. On a une question. Alors, c'était un petit peu sur le sujet du début aussi. Bonjour, j'ai des patients qui ont passé leur vie à vivre de nuit de par leur travail. Comment rectifier un sommeil haché dans le cas où ils sont tous diabétiques, pardon. Ouais. Là, c'est alors quand c'est toute une vie ou tout un passif comme ça, là, on est dans des choses entre guillemets un petit peu compliquées parce que un, l'organisme s'est habitué, deux, le cerveau s'est habitué. Enfin, il y a tout un rythme qui s'est habitué là-dessus. Donc là, ça mériterait plus de. Je peux pas répondre à cette discussion, enfin cette question avec un avis tranché. C'est vraiment. En clair, ça serait, d'un point de vue cognitif, un nouvel apprentissage de se redormir la nuit tout en essayant de ne pas dormir le jour. Enfin, c'est peut-être leur apprentissage d'une nouvelle vie, quoi. On est sur un schéma comme ça. On est sur un travail long de prise de conscience et si déjà la personne, voilà, sur sa journée, accepte des moments de détente pour elle, accepte des moments où elle ne va pas forcément chercher à s'endormir. C'est vraiment un travail d'accompagnement et presque, pas de tous les jours, mais c'est vraiment voilà, au quotidien pour voir comment ça se passe. C'est ce que je pourrais dire là, mais ouais, voilà, ça va prendre du temps. Quoi qu'il arrive, ça prendra du temps parce qu'on est dans un changement d'habitude. Et d'un point de vue cognitif, les habitudes par exemple, mettent 21 jours à être prises. À être conscientisée en fait. Et après, il faut 4 à 5 mois pour qu'elle soit réellement devenue réflexe. Donc ça prend du temps. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que ça va prendre du temps. Ok, merci. Oui, c'est une question précise à laquelle il n'est pas forcément évident de répondre. On a un autre cas, donc en cas de problème pour s'endormir après un entraînement d'apnée en soirée, alors qu'au contraire, un entraînement de sport autre ne fait pas le même effet. Est-ce que vous auriez une explication? Quel est le sport que pratique cette dame ou ce monsieur? Je ne sais pas. Du coup, l'apnée, je pense, mais je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations. D'accord. Alors, si on est dans l'aspect sportif comme ça, même de manière générale, le sport qui est très bon pour la régulation nerveuse, c'est des sports qui ne seront pas traumatiques. C'est-à-dire, on est sur de la marche, on est sur de la marche. Alors, ça peut être de la marche en balade en forêt, ça peut être sur du tapis de course, mais rien qui vient quelque chose qui doit être à effet détente. Voilà. Si on fait, même la marche, entre guillemets, peut être relativement nocive pour le sommeil, à partir du moment où on marche avec le rythme qui est saccadé, parce que nos pensées sont sur ce qui nous est resté bloqué de la journée. Voilà. On peut dire qu'on marche, mais en fait, l'esprit, il n'est pas à la marche. L'esprit, il est encore en vigilance. Donc,
plus que le sport, je dirais, ou l'activité physique, il est super important de veiller à l'état d'esprit dans lequel on fait cette activité physique. Voilà, le fameux comment. C'est comme pour l'alimentation, manger bien, manger bio, manger équilibré. Oui, mais si on mange en pensant à ce qu'on va faire et ce qu'il reste à faire, ce qui ci, qui ça, ben, tout le bénéfice de l'assiette, il est parti à la poubelle, si j'ose dire. Donc, c'est vraiment la problématique du sommeil est souvent attachée dans cette notion de OK, la journée se passe mal, d'accord, très bien, mais comment se passe votre journée en fait? Voilà. Et dans le comment, ben, qu'est-ce qu'on met de choses qui sont bénéfiques pour nous, de rythme, de détente, de sieste, voilà. C'est déjà ça pour contrebalancer toute la charge qu'on peut avoir sur la journée. Je vois que la dame a précisé l'apnée, apnée, hein, pas traumatique du tout. Bon. Bon, je pense avoir répondu à la question, mais c'est cette notion-là. Et puis surtout, allez, comme au restaurant, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas une activité physique qui est bénéfique, il y a l'activité physique qui sera bénéfique pour vous, qui n'est pas forcément bénéfique pour d'autres, en fait. Et ce qui est important pour optimiser cette synthèse de GABA et l'effet détente, c'est la régularité, en fait. Plus dans la semaine, vous faites une activité régulière, physique et régulière, à effet détente calmant, plus vous vous octroyez cette possibilité de pouvoir être détendu. Mais c'est valable aussi d'un point de vue émotionnel et tout ça. Hein. On est là-dedans. Voilà. Peut-être une dernière question qui est sur le sport. Vous avez déjà un petit peu répondu. Comment expliquer que la course à pied puisse relancer l'éveil lorsqu'elle est pratiquée proche du soir? Parce que vous avez remis une pièce dans la machine, si j'ose dire. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur une course à pied, tout dépend dans quelle vous faites votre course à pied, mais la course à pied, le cerveau, lui, se met en vigilant de ce qui se passe autour de vous. Donc, à partir du moment où vous êtes en vigilance de ce qui se passe autour de vous, vous avez la noradrénaline qui est sécrétée et qui va se mettre en vigilance. Et là, en fait, c'est distordant pour l'organisme parce que vous êtes le soir, vous avez eu à 17h la baisse de cortisol. Cette baisse de cortisol a préparé l'organisme à vous détendre. Donc, par l'effet GABA. Et tout ça est prêt pour avoir après l'effet de l'endormissement, l'effet de la prise du sommeil avec la mélatonine. Là, s'il y a une activité physique intense comme la course à pied, ou vous buvez une boisson, du café, des choses comme ça, vous allez décaler votre prise de sommeil parce que cette excitation que vous apportez par la course à pied, il va falloir laisser le temps à l'organisme de s'en débarrasser par un effet de récupération et de repos. Donc, en soi, ce n'est pas nocif, mais c'est du décalage dans le temps. Voilà. Donc, si la course à pied, on peut la faire modérée le matin, c'est déjà plus sympa parce que le matin, chronologiquement parlant, on est déjà mieux préparé. Voilà l'idée. Si ce n'est pas possible, on la fait le soir et on essaye de la faire d'intensité modérée. Pourquoi pas peut-être marche rapide que réellement course à pied. Et pourquoi pas arriver à un moment donné de se dire je vais plus faire de la marche que de la marche rapide. C'est à se tester, c'est à se jauger et se poser la question de pourquoi course à pied le soir. Est-ce que dans la journée, je ne peux pas m'octroyer des moments où je vais me faire cette activité physique-là? Voilà, mais là, c'est une question après d'environnement personnel. Hein, donc là, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Désolé. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est plus clair. Voilà. On a une question sur le CBD. Qu'en pensez-vous pour favoriser le sommeil et comment agit-il du coup dans ce cas? Alors, il va avoir un effet. Alors, on parle bien du CBD, hein, on ne parle pas du THC, on est d'accord. Hein, mais l'effet CBD, il va avoir un effet GABAergique, donc un effet détente et relaxant. Donc, il va avoir cette action-là, cette action sur le GABA. Il n'en reste pas moins que moi, comme tout complément alimentaire, le complément alimentaire peut faire partie d'une stratégie d'accompagnement, c'est clair, mais ça doit être une béquille, c'est en aucun cas une canne. Donc, c'est-à-dire que vraiment, le patient qui a recours à ça, alors déjà, c'est par conseil, hein, mais si c'est en automédication, c'est mieux qu'il soit correctement conseillé. Et si tant est qu'il soit conseillé pour ça, interrogeons-nous de qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ou comment est-ce qu'on pourrait changer. Enfin, voilà, à ce moment-là, on rentre dans un arsenal thérapeutique avec le patient, en fait. C'est cette idée. Mais l'action du CBD, elle est exactement à effet GABAergique. Voilà. Mais à choisir, je préfère la théanine que le CBD. Si je vous la fais rapide, c'est un peu comme ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. Une question sur l'ashwagandha. Est-ce qu'on peut le donner à quelqu'un qui est sous antidépresseur? Ça dépend le site d'antidépresseur et répondre comme ça, je ne peux pas donner un oui catégorique. Là, j'y mettrai une précaution d'emploi. Il faut voir le dossier. Il faut voir quel antidépresseur. Si c'est à visée dopaminergique, sérotoninergique, pourquoi pas. Mais si avec l'antidépresseur, il y a des benzodiazépines, je peux pas. Voilà. Je peux pas être catégorique dans la réponse. Je dirais oui, mais sous précaution.
Voilà. Oui, il faut mieux être prudent sur ce genre de questions. Ouais, et puis surtout quand voilà, on n'a pas les éléments sous le nez pour pouvoir statuer, quoi. Donc, Ouais. voilà. Sur le principe, oui, mais je n'en tire pas une conclusion générale et un conseil systématique. Voilà. J'envoie une là sur le combien de temps entre sport et l'heure du coucher. Voilà, donc sport à 20h, il faut considérer que vous démarrez votre soirée. Si vous faites le sport à 20h environ, si vous faites 2 heures de sport, ça fait du 22h. Vous allez commencer votre soirée à partir de minuit. Donc l'effet détente à partir de minuit. Alors le sport va aider, bien évidemment, ok, mais c'est une manière pour raccourcir un peu les délais. Vous pouvez à ce moment-là, une fois que le sport est fait, que vous avez peut-être mangé ou des choses comme ça, vous vous laissez tranquillement aller dans les bras de Morphée, si j'ose dire. Donc la détente peut se faire en lisant un bouquin, en écoutant une musique. Pas d'écran, je n'ai pas parlé des écrans, mais vous avez compris que voilà, hein, tout ce qui va être écran, c'est la stimulation nerveuse. Si vous stimulez les écrans, c'est mort, hein, vous repartez pour un cycle. Hein. Le sport, Justine nous dit 18-20 heures. Voilà, 18-20 heures, à partir de 21h30, c'est bon, vous êtes sur l'effet bénéfique du sport et dans l'effet détente, en fait. Vous voyez, et donc, à partir de 21h, 22h, là, vous êtes prête voilà, sur un endormissement et après, il faut laisser la chronobiologie pas se mettre en route, mais laisser le petit train arriver. Voilà, le train rentrer en gare pour que, hop, vous partiez dans les bras de Morphée. Voilà. Parfait. On a une dernière question, il me semble, à laquelle vous n'avez pas répondu, qui était 1000 pertus pour des personnes en horaire décalé. Est-ce que c'est une bonne approche? Pareil. Je ne dirais pas oui catégorique. C'est parce que vous pouvez avoir le millepertuis, mais il peut être intéressant à la base du millepertuis. Ça peut être du griffonia, qui peut être intéressant aussi. Mais là, on est dans la sphère horaire décalée, donc voie mélatonine, sérotonine. Maintenant, moi, quand j'entends ça, il est important aussi de voir ce qui se passe sur une autre sphère physiologique qui est l'intestin et voilà, sur cet aspect-là, parce que sérotonine et intestin, ça reste quand même lié. Donc, je dirais, sur le principe du papier, millepertuis, pourquoi pas. Je préférerais le griffonia, mais là, c'est sur le papier. Hein. Voilà, donc c'est toute précaution. Je mets toutes mes réserves à ça. Je ne diffuse pas le conseil de manière générale. Voilà. Tant que je n'ai pas vu le cas patient, on va dire ça comme ça. Parfait, merci. Écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. Si j'en ai pas oublié, normalement, on a fait le tour. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai l'impression que ça a bien plu aussi. Ça a plu, tant mieux. Moi, ça m'a plu de le faire. Ouais, c'est comme ça, tout le monde est content. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot de la fin. Merci. Déjà, merci à vous, Alice, hein, d'avoir co-animé. Donc, c'était très sympa. Et puis, merci à tous et toutes de m'avoir écouté. Moi, ça a été un plaisir de transmettre ce que je sais. Et puis après, sur les échanges, cette plateforme, faisons-la vivre. Et puis, si des personnes veulent après être en contact avec moi, que ce soit pour ma formation ou pour tout ce que je peux faire à côté des prestations, n'hésitez pas. Il y a aussi Internet, tous mes contacts sur les réseaux sociaux. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à vous inscrire sur Simplicure. Vous y retrouverez aussi le replay du webinaire et puis les slides que Benoît nous a présentés. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci encore. À tout bientôt.